Bonjour tout le monde, on est ravi avec Alexandre de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire sur un sujet qui déchaîne les passions. Il y a eu beaucoup d'engouement pour celui-ci. On va vous parler des landing pages et on va essayer un petit peu avec Alexandre de rafraîchir ce sujet en amenant des nouvelles méthodes et des nouvelles études de cas afin que vous puissiez repartir d'ici avec des leviers activables dans l'objectif d'avoir des taux de conversion qui vont décoller dans vos entreprises. Donc, juste avant de commencer, on est 39. Il y a des personnes qui vont arriver aussi. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat, à nous dire depuis où vous êtes. Et puis, pourquoi pas à nous partager vos landing pages qui vous donnent certains défis et casse-tête. Ce sera peut-être l'occasion dans la partie questions-réponses de prendre certaines d'entre elles afin de les feedback. Comment ça va, toi, Alexandre? Ça va très bien, et toi, quoi? Moi, c'est super. Je suis très content de t'inviter. Ça faisait un petit moment que je pensais à toi. Donc là, je suis Ouais. au ange. Bon, bah voilà, attends, je suis là. C'est comme ça fait longtemps que tu penses à moi. Ouais. Peut-être qu'il y aura une petite déclaration d'amour à la fin, on verra. Bon, ça, c'est autre chose que tu m'en as pas parlé en avant. Ouais. Pour la petite histoire, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Avant ton aventure web marketer, tu travaillais chez HelloWork et notamment de la landing page, on en a fait. Donc voilà, on a des bons souvenirs et des bonnes perfs là-dessus. Bon, nous voilà, on est 43, ça va continuer de monter. Ce que je propose, c'est de commencer tout simplement. Les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. On a le réflexe de commencer par présenter nos invités quand même, c'est la moindre des choses. Donc Alexandre, je te laisse te présenter à tout le monde. Ouais, bah, du coup, Alexandre, je suis le fondateur de Wine Marketer. Mon job, ça va être d'aider des SaaS B2B sur deux pans. Donc, le premier pan, c'est celui qu'on voit aujourd'hui. Ça va être tout ce qui est copywriting de landing page. Donc là, l'objectif, c'est de faire en sorte que le produit devienne évident pour les prospects de mes clients. Donc ça, on va le voir ensemble dans le webinaire. Et la seconde chose, c'est plus dédié à des équipes commerciales ou à des équipes growth. Ça va être tout ce qui est rédaction de séquences de prospection ou construction de séquences de prospection. Et là, l'objectif, ça va être d'aider les équipes sales à avoir plus d'impact en prospection pour pouvoir obtenir plus de retours et booker plus de meetings avec leurs prospects. Voilà du coup pour la petite présentation. Super, simple, efficace, donc très focus sur l'acquisition et l'activation. Donc ça va être les sujets du jour. Merci Alexandre. Alors pour ma part, Simon, donc, je suis le cofondateur d'une agence qui s'appelle Make the Grade. On se définit comme une agence experte en conseil et en stratégie digitale. Notre mission tout simplement, c'est d'accompagner les entreprises B2B et B2C dans leur croissance. Donc, ça consiste à faire aussi de l'acquisition de nouveaux clients, mais on va jusqu'à la fidélisation et à augmenter les paniers moyens des parcs existants. On a 3 expertises fortes pour le faire. Du web design, c'est-à-dire qu'on réfléchit et on conçoit des sites internet de conversion pour qu'ils soient les premiers apporteurs d'affaires des entreprises. Du marketing, on attire sur ces supports-là des audiences cibles, les femmes et les hommes avec qui on veut et on peut travailler. On génère des contacts, on les éduque, on les rend acheteurs. Notre troisième métier est un métier de productivité commerciale qui consiste à aligner les actions marketing que je viens d'évoquer avec les actions des forces de vente terrain. Donc, c'est tout ce qui va être logique de CRM, d'automatisation et de gestion de la donnée. Et pour déployer ces 3 expertises-là dans les entreprises qui font appel à nous, on est partenaire d'une solution qui s'appelle HubSpot. On en parlera brièvement aujourd'hui dans certains exemples. Et puis voilà, nous sommes basés à Rennes, vive la Bretagne. Et d'ailleurs, toi aussi, Alexandre, tu es à Rennes. Alors, le programme du jour. On va s'intéresser, on est 1 heure ensemble. On va avoir 3 quarts d'heure de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Donc, sur le format, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Nous sommes accompagnés de Maude, qui est consultante growth marketing chez Make the Grade. Elle va faire la modération, ça ne s'invente pas. Donc, elle remontera vos questions et puis à la fin de la présentation, on la fera monter sur scène et puis on pourra échanger tous ensemble. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Dans un premier temps, s'intéresser à finalement qu'est-ce qu'une ergonomie parfaite ou du moins performante sur une landing page. Et là, on ira s'intéresser et creuser le principe de phase de maturité finalement des audiences cibles qu'on va aller chercher à captiver, à convaincre. Donc ça sera pour le côté théorique. On enchaînera sur 3 exemples de landing page qui ont été sélectionnés par Alexandre et on ira creuser ensemble les bonnes pratiques. Comme ça vous donnera tout de suite des clés pour les adapter à vous dans vos entreprises dans la foulée. Le gros secret de cette présentation sera dans le 3e point. Ça va être vraiment comment vous allez pouvoir
travailler vos offres de landing page. Et c'est ça qui m'a plu, et c'est ça qui m'a donné envie aussi d'inviter Alexandre sur ce sujet-là, parce que c'est une méthode qui, pour le coup, est assez originale, novatrice, et c'est vraiment là que vous allez apprendre énormément aujourd'hui. Et là aussi, on a sélectionné 2 landing pages un peu plus différenciantes qui réemprunteront ces pratiques-là. Et on terminera par un focus copywriting avec des tips, parce que voilà, on va parler beaucoup de forme, mais on parlera aussi du fond, et il faut les deux pour avoir une landing page efficace. On remercie également notre partenaire Livestorm pour nous accompagner sur le format de ce webinaire-là. C'est ce qui va nous permettre de vous poser des questions, des petits quiz, des sondages pendant la présentation, et on va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités interactives de Livestorm pour rendre ça super enrichissant. Allez, sans transition, on est parti sur la première partie. Eh ben, je vais te laisser introduire, Alexandre, le principe de landing page selon toi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui? À quoi ça doit servir? On va commencer par les basiques brièvement. Bah, du coup, le landing page, c'est vrai que la définition peut être assez vague. Enfin, parce que du coup, elle peut avoir plusieurs définitions. Parce que ça peut très bien définir une page d'accueil, une page produit, mais ça peut aussi être une page d'un lead magnet que tu connais bien du coup dans toutes les stratégies HubSpot. Et ça peut être aussi une landing page que tu vas utiliser pour de l'acquisition payante. Donc c'est assez vaste. Nous aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur tout ce qui est page produit, page d'accueil, ce genre de choses, etc. C'est plutôt ça que moi que je vais appeler couramment landing page. Et l'objectif d'une landing page, il faut la voir un petit peu comme votre vitrine publique, c'est-à-dire que toutes les personnes qui peuvent être plus ou moins intéressées par votre produit peuvent être exposées à votre landing page, et donc on veut que ce soit hyper clair sur qui vous êtes, ce que vous faites, qui vous accompagnez, à quoi vous servez, etc. Et comment du coup ça peut être utile pour votre prospect. Et c'est pour ça du coup on vous a mis quelques exemples en dessous de rôle que peut jouer votre landing page dans le parcours d'achat de votre prospect. Parce que souvent on a tendance un peu à la négliger, à la mettre de côté, alors qu'en fait il y a pas mal de gens, que ce soit vos prospects ou que ce soit des gens qui gravitent autour de vos prospects, qui peuvent tomber sur votre landing page, et même si ce ne sont pas vos cibles directement, si des personnes qui gravitent autour de votre prospect n'arrivent pas à comprendre qui vous êtes, ce que vous faites et à qui vous adressez, ils seront pas en mesure de parler de vous à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que la page n'est pas quelque chose à négliger, parce qu'en gros c'est vraiment la vitrine qu'on va montrer à tout le monde, et si la vitrine n'est pas claire, il y a une bonne probabilité pour que personne n'ait envie de rentrer à l'intérieur. Exactement. Et alors, première information importante, c'est qu'est-ce qu'on entend par page d'atterrissage. Et on ne va pas se cantonner à des pages d'atterrissage qui vont en fait exister pour cacher un livre blanc derrière, pour aller demander de la démo. Oui, elles existent. Oui, on en a besoin. Mais c'est un peu plus transversal que ça. Et c'est pour ça que tu le disais très bien à l'instant, Alexandre, nos pages d'accueil, nos home pages sont aussi des landing pages à part entière. Et là, ça fait toute la différence parce qu'on n'est pas tous équipés de la même manière pour capter l'audience et puis pouvoir la convertir en fonction de la bonne phase de maturité. Donc, ce qu'on va aller chercher ensemble pendant cette heure-là, c'est comment on s'y prend en fonction de nos personas cibles et des phases de maturité qu'on veut aller travailler. Alors, pour le petit tour de chauffe, vraiment, on va se redonner les petites pièces de puzzle qui vont nous servir sur les différents exemples qu'on va montrer. On vous a listé, liste non exhaustive, mais certaines astuces, certains quick wins qu'il faut que l'on retrouve sur nos landing pages. Donc, ça peut déjà vous donner quelques petits référentiels sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Donc voilà. Donc déjà, il y a des landing pages où il faut enlever tout élément de distraction de sortie. Je parlais des exemples pour prendre des démos, etc. Là, vous enlevez tout ce qui est navigation, etc. Quand le contact arrive dessus, il faut couper les vannes pour vraiment qu'il puisse réaliser l'action pour laquelle on veut qu'il entreprenne. Mais si on parle de page d'accueil, bah là, effectivement, il faut laisser la navigation, etc. Donc, ça va être d'autres exercices, d'autres mécaniques. Donc, il faut savoir un petit peu où on se situe déjà sur son site Internet pour aller chercher la bonne captation de contact. Mais on pourrait aussi parler de quelque chose un peu plus axé sur le copywriting, sur le contenu. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on a très rapidement tendance, et on a souvent le réflexe de tourner en fait le contenu de nos pages d'atterrissage sur un focus produit, service. On est un petit peu auto-centré sur nous, alors qu'il faut plutôt remonter d'un cran et tourner en fait nos contenus pour parler du bénéfice, aller chercher du côté de notre cible prioritaire, de la transformation qu'elle peut opérer à travers nous. Et là aussi,
Les études de cas, les exemples qu'on vous a sélectionnés le font très très bien. Ça vous aidera à vous projeter. Il y a également plein d'autres sujets. On va aussi s'intéresser à tout ce qui est preuve sociale. On parle de vraies preuves sociales, des témoignages clients, ça peut être des chiffres clés, etc. On ira regarder quelles sont les bonnes pratiques pour amener ça, quelles sont les bonnes ergonomies aussi, quelle est la bonne architecture de contenu pour que ça soit naturel et puis bien consommé. Voilà. Et puis, on ira aussi regarder certaines pages d'atterrissage qui mettent en avant quelque chose que je trouve très, très intéressant, notamment en B2B, pour les cycles de vente très longs, très complexes. C'est le côté simulateur sur des retours sur investissement, qui ne sont ni plus ni moins aujourd'hui que finalement des formulaires classiques rattachés à votre CRM, mais on va proposer une expérience de conversion un petit peu plus originale, différenciante, singulière, et c'est ce qui va nous permettre de constituer des petits cahiers des charges très facilement, mais basés là aussi sur une information importante à aller chercher de la part de nos cibles prioritaires. Donc voilà, des codes, il y en a plein. On va aller les regarder ensemble. Encore une fois, ce que je voulais dire ici, c'était le tour de chauffe, c'est pour nous remettre ces idées-là en tête que Alexandre va pouvoir nous présenter. Alors, ici, on a une des slides les plus importantes de la présentation. On va s'y attarder un petit peu plus. Typiquement, quand on est sur le web, quand les personnes viennent visiter nos pages, elles peuvent occuper un certain job, elles peuvent être dans une certaine situation, conditions qui font que c'est notre cible idéale et c'est parfait, on a réussi à les attirer, mais il faut vraiment prendre en compte que ces personnes-là, quand bien même elles sont dans notre top cible, elles ont en fait différents stades de maturité. Et il faut vraiment faire en sorte que le bon persona arrive sur le contenu, la bonne page d'atterrissage par rapport à sa bonne phase de maturité. Si on n'y arrive pas, si on l'aiguille de la mauvaise manière, c'est là où il va y avoir des désalignements entre la cible et nous, et c'est là où en fait on fait des visites sans touche et puis on ne fait pas de conversion. Donc, Alexandre, je vais te laisser le plaisir de présenter un petit peu ta vision, toi, du parcours d'achat sur le web, comment ça fonctionne. Ouais, bah du coup, vous voyez, ça se fait en 5 étapes. Donc la première étape, et c'est là où la plupart des prospects se situent, ils sont à la phase qu'on va appeler unaware, c'est-à-dire la phase où ils n'ont pas conscience d'avoir un problème. Et donc à partir de là, ça devient très compliqué d'essayer de leur pousser votre solution, parce que s'ils n'ont pas conscience d'avoir un problème, ils vont considérer que votre solution n'est pas une priorité ou que ça ne leur sert à rien. Et donc on se retrouve en fait à aller adresser des gens qui sont pas suffisamment matures pour faire la connexion entre leur situation et finalement la solution que vous pouvez avoir. Donc à partir du moment où il se passe quelque chose dans leur quotidien, dans leur vie, qui les amène à prendre conscience de ce problème-là. Là, on considère qu'ils sont problem aware. Et donc là, pareil, en fonction de la maturité des marchés, il y a des prospects qui peuvent avoir des problèmes, mais qui ne sont pas forcément au courant qu'il existe des solutions là-dessus sur le marché. Et du coup, ils vont rester bloqués à cette étape-là. Ils sont au courant que ils ont un problème ou ils sont dans une situation qui est pas optimale, mais ils ont l'impression que cette situation-là, ils peuvent pas la modifier, qu'il y a rien qui peut les aider à changer tout ça. Et donc là, on peut se retrouver avec des gens qui ont un pépin, mais qui ne sont pas encore forcément au courant qu'il y a une option qui pourrait être intéressante pour eux et qui pourrait les aider à avancer. Et donc à partir du moment où ils tombent sur une solution ou sur une catégorie de solutions quelconque qui pourrait être cohérente par rapport au problème, là, on considère qu'ils arrivent sur la phase de solution aware. Donc là, ils prennent conscience qu'en fait, il existe des solutions à leurs problèmes. Et à partir du moment où ils tombent sur votre produit à vous, là, on considère qu'ils sont product aware, c'est-à-dire que là, ils savent que vous existez, ils savent que vous êtes une solution potentielle pour les aider à régler votre problème. Et si on fait bien le boulot à cette étape-là, on doit normalement réussir à les amener à la phase most aware. Donc la phase most aware, ça va être la phase où le prospect a décidé que vous étiez la meilleure solution par rapport à son problème. Et donc, c'est normalement l'étape où on va pouvoir le convertir et le faire avancer dans le funnel commercial. Très clair, Alexandre, merci beaucoup. Déjà, la première chose qu'on peut se dire d'un point de vue conseil, si sur vos sites internet, vous avez une seule page d'atterrissage, déjà là, vous pouvez vous dire, vous avez une piste d'optimisation assez importante parce qu'il va vous falloir en fait une déclinaison de différentes pages d'atterrissage pour qu'elles puissent épouser l'ensemble de cette phase de maturité. Première chose. Et la petite statistique que je veux amener par rapport à ça, en moyenne, c'est plutôt lié au B2B. Hein, en B2C, ça va être complètement différent, mais au B2B, en moyenne, quand en fait un contact prend contact avec nous, mais pour une génération de demandes, aller consulter un expert, aller demander un devis, demander une démo, et dans son parcours de conversion, ce contact-là a consommé 8 types de contenus. Ça peut être des pages de votre site,
ça peut être ceux des concurrents, ça peut être des vidéos, ça peut être des publications sur LinkedIn. Donc, le but du jeu, c'est que déjà, ce soit vos contenus à vous qui soient positionnés, au moins sur tout ce qui peut être acquisition de trafic organique ou ads via justement les bonnes pages d'atterrissage. Bah, Oui, puis ça, merci. c'est que je rebondis quand même là-dessus. C'est vrai que ça, faut pas forcément le voir que comme un framework utilisé pour de la landing page. Il faut plus le voir comme un funnel. Et donc, on peut travailler les différentes étapes aussi avec des contenus, etc. Et pas forcément que avec des pages d'atterrissage. Donc, faut plus le voir comme quelque chose de macro. Et donc, on essaie de voir après d'un point de vue stratégique comment on peut adresser chaque pan de maturité pour amener les prospects à se diriger vers le funnel commercial de manière la plus fluide possible. Exactement. Alors, on va regarder maintenant qu'on a décliné ces différentes phases de maturité avec des exemples concrets, ce que vous pouvez activer. Donc là, on va aller sur une landing page de GetAstra. Je vais partager mon écran. Et ce que tu peux faire le temps que je le fasse, Alexandre, c'est introduire ce côté, comment on peut convertir un trafic unaware, c'est-à-dire un trafic où la phase de maturité, elle est plutôt en prise de conscience. La problématique, elle n'est pas encore forcément identifiée à 100%, ou du moins, elle est naissante. Ouais, du coup, sur ces prospects-là, l'erreur classique, ça va être de parler du produit parce que forcément, on a envie d'optimiser l'espace qu'on a sur la page pour pouvoir parler du produit. Alors, si tu veux, je vais pouvoir te donner l'URL parce que c'est pas tout à fait celle-ci. Tac, je te la mets. Alors, je sais pas où je te la mets dans le chat pour tout. Bon, je te la mets Dans le là, chat, comme je ça. vais la chercher. Et du coup, là, la finalité sur ce type de page, c'est justement de ne pas parler du produit, parce que si on essaye d'amener une solution et que le prospect n'a pas conscience d'avoir un problème, il va pas faire la connexion, il va se dire ouais, votre solution elle a l'air cool, mais en fait pas pour quelqu'un comme moi, parce que je n'ai pas tel problème ou parce que je ne fais pas la connexion par rapport à ma situation et par rapport à la solution que vous pouvez proposer. C'est pour ça qu'ici, on va plutôt switcher vers une partie problème, c'est-à-dire qu'on va pas essayer de vendre la solution, on va plutôt essayer de vendre le problème avant d'introduire la solution. Parce que tant que la personne n'est pas convaincue d'avoir un problème, ça ne sert à rien d'essayer de lui vendre le médicament. Parce que il va vous dire, ouais, peut-être votre médicament est incroyable, il marchait pas bien. Sauf qu'en fait, moi, ce médicament-là, je n'ai pas besoin, étant donné que je n'ai pas telle maladie ou je n'ai pas telle chose. Ma maladie, c'est autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on a une structure de page. Si tu reviens surtout au début, qui va démarrer par tout ce qui est problème et qui va essayer d'amener l'idée que potentiellement vous n'avez pas conscience de tout ça, mais votre site web n'est pas assez sécurisé et du coup vous êtes à risque comme plus de 30 000 sites web chaque jour qui se font hacker. Donc là on essaye de mettre en avant des chiffres assez précis pour essayer de montrer aux prospects qu'il y a une menace potentielle dont ils n'avaient pas forcément conscience et que cette menace elle est vraiment réelle et que c'est pas un petit truc qui arrive à quelques sites web tous les jours, ça arrive à plus de 30 000 sites web tous les jours. Et donc si vous ne faites rien avant que ça vous arrive, il y a moyen que ça ait des impacts assez concrets. Et donc là en fait, comme le prospect n'a jamais imaginé l'impact que pourrait avoir cette menace, il sait pas trop si c'est un vrai problème, si c'est un faux problème. Et du coup, c'est pour ça que la suite de la page va essayer de lui montrer quel est l'impact de se faire hacker son site. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se faire hacker son site demain et donc là, on essaie de le projeter pour lui montrer si tu ne fais rien et si tu te fais hacker demain, voilà ce qui va se dérouler. Tu vas perdre du trafic, tu vas il faut que tu remontes un petit peu parce que c'est là c'est une autre section quoi. Faut que tu montes juste au-dessus, voilà ici là. Et là vous voyez sur la droite, on a alors juste un petit peu en dessous, voilà sur A Single Malware can hurt your business. Là vous voyez que sur la droite, ils vont vous mettre en avant des situations potentielles que vous allez vivre, c'est-à-dire vous allez être blacklisté de Google, vous allez avoir des pertes financières d'utilisateurs de financière et d'utilisateurs, vous n'avez pas de la confiance des gens, etc. Et donc là, on commence un peu plus à se projeter pour se dire, ok, c'est vrai que moi, si je me fais blacklister de Google demain, j'ai 80% de trafic qui vient du SEO. En fait, ça, c'est pas possible, quoi. Parce que du coup, j'ai plus de business si demain, j'ai plus de SEO, quoi. Et là, vous voyez que sur la gauche, dans la petite description, ils vont essayer aussi de jouer sur un petit aspect de rappelez-vous les efforts que vous avez mis en place pour pouvoir créer un beau site web, pour pouvoir développer un trafic fluide et en croissance tout au long de l'année. Imaginez qu'en fait tout ce travail-là que vous avez mis dans votre site, tout ça peut disparaître du jour au lendemain et tout pourrait être jeté à la poubelle. Donc là, vous voyez qu'on essaie de lui rappeler, rappelle-toi en fait de tous les efforts que tu as mis pour pouvoir arriver ici. Imagine que ce truc-là, tout est supprimé demain parce que t'as pas voulu faire le petit truc, t'as pas voulu faire le petit extra mile qui t'aurait permis de sécuriser ton site et d'éviter de t'exposer à ce type de risque. Donc c'est pour ça que vous voyez que sur le début de la page, ils vont aussi essayer de mettre en avant un CTA qui vient baisser l'engagement perçu par le prospect.
C'est-à-dire que s'il a l'impression que ça va mettre 2 semaines à sécuriser son site, que ça va coûter des milliers de dollars, etc., là, il va peut-être faire une balance entre, OK, bon, déjà, je ne suis pas hacké. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent, de temps, etc. pour sécuriser mon site? C'est pour ça qu'ici, ils mettent en avant quelque chose qu'on voit pas forcément souvent, mais ils mettent un timing dans le call to action pour montrer au Ouais, prospect, bah regarde, en fait, ça prend que 3 minutes. Donc, en fait, la balance bénéfice-risque, elle est beaucoup plus du côté bénéfice. Parce que ce petit effort va t'éviter pas mal de prises de tête. Et en fait, cet effort, il est tellement minime que ça devient plus ou moins un no-brainer pour le prospect de passer à l'action. Parce que si en 3 minutes, je peux sécuriser mon truc, bah ok, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Comme ça, au moins, je suis tranquille et j'ai pas de pépin là-dessus. Donc là, vous voyez qu'en fait, sur le début de page, en temps normal, on aurait axé ça beaucoup plus sur la solution. Et là, vous voyez que sur la partie sub-headline, quand donc le sous-titre, quand ils expliquent ce que fait la solution, ils vont pas juste expliquer Astra, c'est un truc pour sécuriser votre site. Ils vont essayer de mettre en avant à la fin le contexte dans lequel vous êtes, c'est-à-dire Astra, c'est un truc qui va vous permettre de sécuriser votre site avant que ce soit trop tard. Donc ils essaient vraiment de vous montrer, c'est pour des gens comme vous, c'est pas pour des gens qui se sont fait hacker, c'est une solution pour des gens qui sont potentiellement dans des situations à risque et qui n'ont pas encore fait le boulot pour pouvoir sécuriser leur site web. Et donc là, vous voyez, ouais. tout le début de page va être assez différent par rapport à ce qu'on peut avoir en temps normal, parce qu'on parle très peu de la solution et on parle beaucoup plus du problème pour montrer au prospect que bah, cette situation-là, tu n'en avais pas forcément conscience, mais cette menace-là, elle est réelle. Donc, il faut que tu en prennes conscience parce que demain, ça pourrait te tomber dessus et tu pourrais t'en mordre les doigts de ne pas être passé à l'action auparavant. Ouais, super Alexandre. On pourrait dire plein d'autres choses, donc on va avancer parce qu'on a d'autres Mmh. exemples. Effectivement, le call to action ici, je le trouve superbement bien fait. Il est vraiment tourné sur le bénéfice et ce qu'on peut aller chercher. On ne se contente pas d'un réserver un free trial, booker une démo, etc. Donc ça, c'est des excellentes pratiques. Mmh. Pour vous donner accès à tout ça, vous aurez bien évidemment le support de présentation et vous avez vu, on met des petits liens. Donc vous aurez de quoi revenir sur ces différents exemples et mettre le replay en parallèle pour lier l'utile à l'agréable et vous en inspirer pour vos landing pages. On va s'intéresser à un second niveau de phase de maturité, cette fois-ci pour convertir un trafic qui connaît sa problématique, qui est en train de se documenter, de monter en compétence pour la résoudre. Donc là, ça va être plus une audience qui va être sous un format de veille, voire un début de format pour aller shortlister les différents acteurs, actrices, solutions qui vont s'offrir à eux pour résoudre leurs problématiques. Donc là, on va aller regarder l'exemple de Là, BombBomb. du coup, je vais te partager sur mon écran moi de mon côté, parce que c'est une ancienne version de leur page. La nouvelle, elle sera moins intéressante. Et donc, du coup, j'avais pris une petite vidéo parce elle était animée. Donc, tu vas me dire si vous voyez ou pas. C'est tout Je vais la bon. mettre en C'est tout grand. bon. Ouais. Là, c'est bon. Alors, tac. Donc, je vais un peu avancer parce qu'ils avaient un truc tout à fait animé. Donc là, voilà. Je sais pas si vous voyez très bien ou pas là. On va faire comme ça va être mieux pour vous. Ouais, c'est bien. Donc, bon, c'est une solution qui permet simplement, comme des choses comme Vidyard ou Loom, etc., d'envoyer simplement des vidéos à des prospects, des clients, etc. Donc là, eux, on va considérer qu'ils sont sur la phase solutionware parce qu'ils essayent d'introduire une nouvelle catégorie de solutions auprès du prospect par rapport à un besoin qu'il adresse déjà par d'autres moyens. Donc, je ne sais pas si c'est hyper clair là-dessus, mais en gros, le prospect aujourd'hui, il utilise ce qu'appelle BombBomb du faceless, donc plutôt du texte, et pas des éléments avec des visages humains, etc. Et donc, on essaye de lui montrer qu'en fait, le texte, c'est pas une bonne manière de communiquer aujourd'hui et qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace d'envoyer des vidéos personnelles pour pouvoir communiquer un message. Et donc, on va essayer de montrer au prospect qu'en fait, la manière old school de communiquer, c'est de le faire par l'écrit parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude depuis des années d'utiliser, etc. Mais qu'en fait, aujourd'hui, il y a des nouvelles innovations qui arrivent sur le marché et qu'en fait, la vidéo, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément utiliser facilement à l'époque. Et aujourd'hui, grâce à BombBomb, c'est une nouvelle des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous en jouant sur ce côté envoi de vidéo personnelle. C'est pour ça que vous voyez au début, on va essayer de relier ça à un problème existant du prospect. Parce qu'on va pas juste lui dire bah, BombBomb, c'est un truc pour envoyer des vidéos. On va lui dire bah, BombBomb, en fait, ça va être un truc qui fait du vidéo messaging. Et le vidéo messaging, c'est quoi? C'est un truc qui va vous permettre de créer des meilleures relations business avec vos prospects, vos clients, etc. Donc là, on va essayer de jouer sur un besoin existant pour lui montrer bah, que lui, son objectif, c'est de créer des meilleures relations business. Et en fait, pour créer des meilleures relations business aujourd'hui, tout ce qui est email, c'est pas forcément la meilleure option, et qu'il existe une meilleure option qui s'appelle BombBomb et qui vous permet d'envoyer des vidéos personnelles. Donc là, je vais continuer à scroller sur la page. Hop. Et donc là, vous voyez pareil.
par rapport aux autres pages qu'on a vues sur la partie Astra. Là, avant d'introduire la solution, ils vont essayer de vous montrer pourquoi votre situation actuelle et pourquoi les solutions actuelles ne sont pas efficaces pour répondre à ce besoin que vous pouvez avoir au quotidien. Donc là, ils vont essayer de vous montrer qu'en gros, si vous vous basez uniquement sur du texte pour créer des relations fortes avec vos prospects aux clients, bah, en fait, c'est hyper compliqué parce que je sais pas, ça manque d'empathie dans le texte. Donc souvent, il y a des trucs qui laissent trop de place à l'interprétation et donc on peut se retrouver avec une impression qui n'est pas la bonne par rapport à comment on avait envoyé le message au départ. Et donc là, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que sur la droite, ils vont essayer de vous décrire des situations réelles que vous pouvez vivre tous les jours pour que vous puissiez vraiment faire le parallèle avec ce que vous pouvez faire vous au quotidien et pour que vous puissiez vous dire mais c'est vrai qu'en fait tout ça c'est des trucs que je vis au quotidien mais j'avais pas forcément vu ça comme un problème jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que oui, ça m'est arrivé d'envoyer un mail et en fait le prospect n'a pas bien perçu mon email parce qu'il n'avait pas compris que c'était une vanne ou un truc comme ça, etc. Alors qu'en vidéo c'est quelque chose de beaucoup plus facile à faire passer d'un point de vue émotion. Et donc là vous voyez, plus on scrolle, plus ils vont changer le petit texte en dessous pour vous lister tous les différents problèmes que vous pouvez rencontrer avec de la communication textuelle, pour vous montrer qu'en gros, bah, en fait, communiquer par texte aujourd'hui, c'est pas forcément la solution la plus efficace. Et donc, résultat, vous allez vous retrouver dans une posture qui va être compliquée si vous voulez envoyer vos messages de la bonne façon pour que ce soit compris par vos prospects en face. Donc là, vous voyez, ce qui est aussi intéressant sur cette section, c'est qu'après avoir listé les différents problèmes avec tout ce qui est communication textuelle, là, ils vont essayer de vous laisser en suspens avec une petite question pour vous dire, OK, bah, si tu continues à utiliser du texte, comment tu vas faire pour que tes messages soient envoyés comme tu voudrais que ce soit reçu et pour éviter ces problèmes de mésinterprétation, etc. Et du coup, bah, potentiellement d'envoyer un message qui soit à côté de la plaque par rapport à comment tu l'avais pensé au départ. Et donc là, vous voyez, il vous laisse un peu en suspens on t'a listé un problème, et en fait, bah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant en fait, si tu continues à ne rien faire, si tu continues à te baser sur le texte, comment tu vas faire pour régler ce problème que tu as au quotidien? Et donc là, vous voyez que c'est un peu plus compliqué de partir de cette page, parce qu'il nous amène en fait à se poser une question qu'on s'était pas forcément posée à la base, parce qu'on n'avait pas forcément réfléchi comme ça à ce type de solution. Et là, on se dit: «Bah, c'est vrai qu'en fait, peut-être que la vidéo, ça pourrait être un truc intéressant qu'on pourrait explorer». Et en fait, du coup, peut-être qu'en fait, c'est un truc qu'on doit mettre en place, parce que c'est vrai que l'email est peut-être pas le levier le plus efficace aujourd'hui pour pouvoir communiquer avec des prospects ou des clients. Donc voilà Alexandre, pour l'exemple de Bonbon. de manière générale, ce genre de disposition et de bloc sur une page d'atterrissage marche très très bien. On a à gauche un contenu textuel assez microcopie et à droite, on a le motion design qui permet vraiment d'allier le visuel au contenu textuel. Ça, c'est des ergonomies très efficaces pour passer les bons messages. Mmh. Voilà du coup pour Euh, cet exemple. Ok, super. Bah, écoute, je reprends la main sur la Ouais, présentation. Donc, à chaque fois, on vous a mis une petite bullet point pour reprendre les idées clés. Comme ça, vous aurez un exemple, les idées clés, et vous pourrez faire le nécessaire de votre côté. Et enfin, et c'est sans doute ce que l'on trouve un petit peu plus souvent aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour convertir un trafic qui va être plus centré sur le produit. Donc là, ça veut dire qu'il a fait l'ensemble de la montée en compétences et qu'il est prêt à acheter. Il est juste dans un benchmark de OK, bah, à quelle écurie je vais solliciter. Donc, bah, dis-nous tout aussi avec ton exemple qui est ouais, Investors Club. ouais. Donc là du coup, quand les prospects arrivent sur cette partie, product aware, ça peut être souvent aussi l'étape où ils vont vous comparer avec des concurrents, directs. Par exemple, si on prend, le cas de Simon, Simon c'est une agence, inbound, et du coup, ils sont pas les seuls aujourd'hui, sur le marché à faire cette activité-là. Donc potentiellement, il peut être confronté à un moment donné à des prospects qui vont faire un petit peu leur petit benchmark, leur petite tambouille de leur côté, et donc ils vont arriver avec des questions qui sont beaucoup plus précis que des prospects qui vont être moins matures. Parce qu'ils ont pris la décision d'avancer, avec des solutions inbound, et potentiellement en passant par une agence. Et donc, s'ils ont commencé à échanger avec des acteurs, etc., ils vont peut-être avoir des questions ultra précises sur, OK, mais comment vous travaillez concrètement avec The Red? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à d'autres personnes qui semblent faire la même chose que vous? Donc, comment vous allez pouvoir adresser mon besoin mieux que les autres par rapport à ce que j'ai pu voir avant? Et c'est pour ça qu'ici, sur ce type de page, on va être beaucoup plus direct sur notre message, parce qu'on va pas juste dire, bah, on est un produit qui fait ça. On va essayer surtout de mettre en avant nos caractéristiques différenciantes par rapport à nos concurrents directs sur notre catégorie de marché. Et c'est ce que fait par exemple l'Investor Club ici. Ça, c'est leur proposition de valeur
de base. C'est-à-dire que on aide des boîtes à vendre leur business, enfin à acheter et à vendre leur business. Mais on le fait en fait par le biais de ce type de feature. C'est-à-dire qu'en fait, on a des caractéristiques que vous n'allez pas forcément retrouver ailleurs. Donc c'est pour ça qu'ils les mettent en avant directement au début. Parce que ça permet à des prospects qui sont en phase de benchmark de très vite repérer, OK, en fait, là, je vois qu'ils ont des caractéristiques que je n'ai pas trouvées ailleurs et qui m'intéressent parce que les autres me facturent des frais d'acheteurs, alors qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt pour moi, etc., etc. Et là, vous voyez aussi d'un point de vue proposition de valeur, dans tout ce qui est sous-titres, plutôt que de simplement dire qu'ils vendent et qu'ils achètent des business, ils vont essayer de mettre en avant leur spécificité par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, ils vont mettre en avant, en fait, on est la seule marketplace qui va travailler plus dur pour vous aider enfin, pour aider les acheteurs et les vendeurs à faire du profit. Donc là, ça, c'est pas grand-chose, mais ça amène l'idée de, en fait, tous les autres, c'est un peu des feignants qui vont pas faire vraiment le job au complet. Chez nous, on est ceux qui vont aller le plus loin possible et qui vont se tuer pour essayer de vous permettre de faire un profit, quoi. Et donc, toute la page va être orientée là-dessus. Parce qu'ils vont essayer de mettre en contraste les autres VS Investor Club. Donc là, ils vont essayer de montrer qu'en fait, les autres acteurs du marché, ce sont des amateurs qui font pas forcément très bien le boulot, etc. Et c'est pour ça que là, pareil, ils vont avoir ce type de phrase. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en perspective tout ce que vous détestez avec les autres gros acteurs de notre marché. Eh bien, chez nous, c'est corrigé. Et donc, plutôt que de mettre en avant des features qui sont évidentes, qui sont basiques et que tout le monde a, là, ils vont mettre en avant ce qui n'est pas évident et ce que les autres n'ont pas. Donc ça, potentiellement, ça va être des trucs qu'on ne va pas retrouver partout, ce type de caractéristiques. Et c'est ça qu'on a envie de communiquer à notre prospect. C'est-à-dire que notre prospect sait à peu près à quoi correspond notre produit et donc quelles sont les features basiques. Mais du coup, lui, ce qui l'intéresse, c'est les features, les fonctionnalités qui vont être différenciantes. Et donc, on va plutôt mettre en avant ce qui est différenciant par rapport à la concurrence directe pour que le prospect puisse bien comprendre qu'est-ce qui va faire notre différenciation et pourquoi finalement on est la meilleure option pour lui pour pouvoir l'aider à régler son problème. Et donc là, pareil, vous voyez que sur tout ce qui est copywriting, ils vont mettre en avant les différents problèmes que vous allez rencontrer avec la concurrence et du coup, comment Investor Club va pouvoir régler ce problème-là. Donc là, par exemple, ils mettent en avant le fait que les autres sont des feignants qui vont vous payer des frais, enfin qui vont vous faire payer des frais hyper élevés, alors que du côté d'Investor Club, vous avez un traitement VIP, vous allez pouvoir vendre plus vite, vous allez pouvoir garder plus de profit. Donc en gros, on va vous offrir quelque chose que les autres ne peuvent pas vous offrir, et du coup vous vous retrouvez ici et vous arrivez à comprendre en quoi Investor Club est une solution plus pertinente que la concurrence à côté. Et donc là, vous voyez que sur le message, on a quelque chose d'un peu différent parce que c'est beaucoup plus direct sur le produit, mais on va pas sortir des trucs qui sont évidents. On va essayer de mettre en avant ce qui est différenciant par rapport à la concurrence sur notre marché. Ouais, super, Alex. Donc là, tu as pris un exemple, ça doit être un SaaS, mais ça marche aussi donc autant pour le produit que pour les sociétés de services. Donc l'exemple que tu prenais avec nous, MediaGrid, donc agence inbound, on fait plus que ça, on est intégrateur HubSpot avant tout. Donc ça touche à la data, au CRM. Et des entreprises comme la nôtre, il y en a plein. Donc il faut vraiment travailler sa singularité. Et effectivement, ça va passer par ce genre de contournement. Donc c'est très pertinent. Et puis parmi toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, on est les trois quarts concernés par cette féroce concurrence. Autre astuce, donc qui dit page d'atterrissage dit quand même formulaire. Un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'utiliser la logique de formulaire intelligent. Donc, qu'est-ce qu'un formulaire intelligent? Très succinctement, à partir du moment où vous avez l'adresse IP d'un de vos contacts, parce qu'il s'est par exemple abonné à votre newsletter, ça reste un formulaire, un champ. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'il revient sur une de vos pages d'atterrissage et qu'il va être converti, en fonction des informations qu'on récolte sur lui ou des actions comportementales qu'il va faire sur notre site internet et qu'on est en mesure de suivre, on va pouvoir lui proposer des propriétés et des champs de complétion différents. Et ça, c'est top parce que si vous avez l'exemple qu'on voit le plus, c'est par exemple quelqu'un qui a téléchargé un livre blanc ou qui a demandé un replay de webinaire, par exemple. On a déjà la donnée sur lui, on sait à quelle entreprise le lead appartient, on sait potentiellement quel est son job, etc. Donc, la prochaine fois qu'il va venir être converti sur un autre lead magnet ou sur une autre phase de maturité, on va par exemple pouvoir lui demander, je ne sais pas moi, son budget marketing à l'année. On va pouvoir lui demander de quelle manière il est équipé ou accompagné en interne en fonction de vos business et de votre secteur d'activité, ce qui est important pour vous. Et on va pouvoir remonter vraiment très facilement et de manière automatisée des actions, des informations hyper importantes pour nous qui vont contribuer à la bonne qualification. Et c'est autant de billes qu'on va aller donner à nos commerciaux quand l'heure sera venue de les contacter. Donc voilà, à garder en tête,
les formulaires intelligents. J'ai pris l'exemple de HubSpot, bien évidemment, mais il y a plein de logiciels qui le proposent. Et puis, la question que vous pouvez aussi vous poser, c'est si vous avez des formulaires de contact qui sont assez costauds. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait avec Alexandre quand tu étais chez HelloWork. On peut aussi présenter les formulaires en plusieurs étapes, faire des formulaires multi-step, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un formulaire avec 12 champs, 8-12 champs, on va aller le scinder en 3 parties. Et puis, en fait, on va mettre 3-4 propriétés à compléter dans chaque étape. Le bénéfice, c'est quoi? C'est que quand le contact a entamé la première étape, il s'arrête rarement en bout de course et il va jusqu'au bout parce qu'en fait, il y a une logique un petit peu de gamification. J'arrive au bout du truc. Donc c'est des petites astuces aussi qui permettent d'aller demander un volume d'informations un peu plus important, un effort au contact plus élevé, mais en capitalisant sur les taux de conversion. Allez, on va passer maintenant à la partie offre. Donc ça, j'avais vraiment hâte de vous le présenter. Et pour bien ancrer ce sujet-là, Alexandre va vous expliquer un petit peu comment aujourd'hui l'audience est segmentée sur le web. Et ça, là aussi, ça nous concerne toutes et tous. Alors du coup, ça c'est un petit schéma qui provient d'un auteur qui s'appelle Chet Holmes. Donc c'est de la théorie, mais ça se vérifie pas mal finalement par rapport aux résultats qu'on peut avoir, que ce soit en prospection ou sur des landing pages, etc. En gros, sur un marché, vous avez uniquement 3% des prospects qui sont prêts à acheter et du coup qui vont connecter avec des messages très salesy, très très commerciaux. On va leur proposer des démos, des choses comme ça. Donc quelque chose de très orienté sur le produit et très vente. Par contre, tous les autres vont être moins enclins à s'engager sur ce genre de choses parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à l'étape de je suis prêt à m'engager commercialement parce qu'en fait, je ne suis pas encore sûr, je suis pas sûr que ce soit une priorité pour l'instant, je suis ouvert à la discussion, mais je ne suis pas encore hyper à l'aise d'aller sur quelque chose de commercial. Et donc, quand on a un process qui est très commercial, qui est très salesy en termes d'approche chez les prospects, on se retrouve en fait à parler uniquement à 3% des gens et tous les autres qui auraient pu être des gens qu'on aurait pu capter et qu'on aurait pu aider à avancer dans leur parcours d'achat pour in fine arriver du coup sur un acte d'achat, ils sont mis un petit peu de côté parce qu'ils se reconnaissent pas dans ce qu'on leur propose et du coup ça a tendance à être un frein pour eux alors que ils sont quand même relativement proches de la conversion. C'est juste qu'ils ont besoin d'avoir un autre parcours et pas forcément quelque chose de très salesy pour pouvoir continuer à avancer vers vous et à finalement se diriger vers un acte d'achat qui soit une évidence à la fin. Donc c'est pour ça que c'est assez important à prendre en compte et ça va faire le parallèle par rapport à ce qu'on va montrer après sur la partie offre, parce que vous allez voir du coup qu'il y a pas mal de problématiques sur la landing page aujourd'hui à cause de ce qu'on va appeler l'offre. Donc l'offre en gros c'est simplement la porte d'entrée vers l'écosystème de votre marque. Donc c'est en gros l'action qu'on va proposer aux prospects sur la page et très souvent du coup les actions qu'on va proposer comme vous pouvez le voir sur la droite avec HubSpot, ça va être des démos, ça va être contact sales, donc contacter l'équipe commerciale, etc. Donc ça c'est des appels à actions qui vont parler uniquement à 3% des gens. Parce que du coup, les gens qui vont être enclins à s'engager vraiment sur un truc très commercial, ça va être du coup des prospects qui sont vraiment tout au bout du parcours et qui du coup sont à l'aise maintenant avec le fait d'aller sur une étape de devis, etc. etc. Sauf que du coup, là, on s'adresse uniquement à 3% des prospects, alors que nous, notre objectif, ça va être d'essayer de maximiser le nombre d'interactions qu'on va pouvoir avoir avec nos prospects. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des équipes commerciales, etc. dans les boîtes. Parce que sinon, à ce rythme-là, ça ne sert à rien d'ajouter de l'humain dans le process commercial. L'humain, justement, nous permet d'avoir une interaction qui va être beaucoup plus personnalisée et qui va nous permettre d'aider plus nos prospects à avancer vers nous. Donc, il vaut mieux avoir des offres un petit peu plus optimisées là-dessus qui va permettre aux prospects de plus facilement rentrer en contact avec nous, même s'il n'est pas encore totalement convaincu d'avancer avec nous et d'acheter notre solution, on s'en fout. Nous, on veut quand même qu'il avance vers nous et qu'il soit à l'aise avec le fait d'avancer vers nous, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un intérêt à avancer vers nous, même si finalement il n'est pas encore sûr d'acheter une solution comme la nôtre. Donc c'est ça le concept de l'offre et on va en montrer après quelques-unes pour que vous puissiez faire le parallèle par rapport à ce que vous pourriez faire dans la réalité. Alors, je ne sais pas si ça c'est clair pour vous, mais c'est une notion assez importante, ce concept d'offre. Si je devais te reformuler finalement, travailler avant d'aller bien en tête, personnaliser ou monter une nouvelle landing page, il faut préparer en amont, donc c'est l'offre. Et par offre, on entend finalement faire correspondre la page atterrissage qu'on s'apprête à créer à notre branding, bien travailler l'appel à l'action, autant sur le fond, sur la forme, dans son copywriting que dans sa manière de le présenter. Et puis, c'est la capacité de la page d'atterrissage à projeter
dans une prochaine étape, le personnage justement qu'on cherche à sourcer. C'est bien ces 3 points-là. Hein. Ouais, c'est bien ça. Puis il faut aussi l'adapter par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur tout ce qui était parcours d'achat, donc par rapport à la maturité des prospects. Si on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas conscience d'avoir un problème, ça ne sert à rien d'aller lui proposer une démo de votre solution parce qu'il va dire mais moi je m'en fous complètement, j'ai même pas besoin de votre truc. Donc en fait, utile complet. Par contre, d'essayer de lui faire passer un test, quelque chose comme ça, etc. Ou un genre de petit audit, un truc gratuit pour qu'il puisse auditer sa situation et pour qu'il puisse prendre conscience de son problème, là, ça aurait beaucoup plus d'intérêt. Parce qu'il pourrait se dire: «Ah bah, j'avais pas vu ça comme ça», mais c'est vrai qu'en fait, par exemple, si on reprend le cas d'Astra, Astra, plutôt que de pousser un appel à l'action orienté sur la solution, ils auraient pu proposer un appel à l'action: «Bah, si vous voulez, on peut vous faire un audit très rapide de votre site pour vous montrer toutes les failles potentielles et pour vous montrer si oui ou non vous avez un problème de sécurité aujourd'hui». Et donc là, vous voyez que ça aurait eu plus de sens par rapport à cette maturité de trafic-là, parce que du coup, on s'adresse à des gens qui n'ont pas conscience d'avoir un problème. Et donc, si le prospect a un doute sur le fait que est-ce qu'il est atteint par ce problème ou non, eh ben, il vaut mieux lui proposer un petit peu une phase d'audit comme ça ou une phase de test qui va lui permettre de bien prendre conscience de son problème pour lui dire bah, regarde, là, tu es vraiment dans une situation à risque, la menace, elle est réelle pour toi. Et donc, après avoir pris conscience de cette menace, là, je vais pouvoir t'introduire ma solution et on va pouvoir t'aider à avancer sur les prochaines étapes. Ouais, ok, super, super Alex. Le premier exemple que tu voulais nous montrer pour reprendre ce principe d'offre, c'était l'exemple de Client Boost. Donc là, je suis en partage sur la page que tu as sélectionnée. Est-ce que tu Mmh. peux nous expliquer en quoi l'offre ici, elle est bien construite? Bah, pendant un bon moment, ClientBoost, c'est une boîte qui fait de l'optimisation, de la conversion et tout ce qui est acquisition payante. Donc en gros, ils gèrent un peu l'ensemble du funnel. Alors ça, c'était leur positionnement à la base. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a un petit peu évolué, qu'ils font beaucoup plus de trucs. Mais du coup, pendant un bon moment, eux, ce qu'ils proposaient comme appel à l'action, c'était simplement demander votre devis gratuit, etc. Et donc là, pareil, demander votre devis gratuit, bah, ça s'adresse uniquement à des prospects qui font partie des 3%. Et tous les autres qu'on aurait pu potentiellement engager, bah, ils restent de côté. Ils s'engagent pas avec nous d'un point de vue commercial. Et potentiellement, bah, on va les perdre au fil de l'eau et ça va nous amener à passer à côté de certains prospects qu'on aurait pu travailler si on leur avait proposé une meilleure porte d'entrée vers notre écosystème de marque. Et donc là, si tu reviens en haut, là, tu vois que maintenant, sur le call to action qu'ils ont tout au long de la page, ils mettent en avant ce qu'ils appellent du coup le plan marketing gratuit, où ils viennent vous dire, bah, si vous voulez, on peut vous envoyer un plan marketing gratuit avec 17 nouvelles idées marketing qui vont vous permettre d'améliorer ce que vous avez déjà. Et donc là, quelle que soit votre situation, bah, en fait, même si vous voulez pas acheter chez eux, bah, en fait, moi, ça m'intéresse quand même d'avoir 17 nouvelles idées par rapport aux expériences qu'ont pu tester Client Boost, parce qu'ils ont un gros background avec pas mal de clients, etc. Donc en fait, dans tous les cas, c'est une offre intéressante pour moi. Parce que même si je veux pas acheter chez eux, ça m'intéresse quand même d'avoir d'accéder à ce type d'informations parce que ça va m'aider moi à avancer et à aller plus loin, quoi. Donc là, on a un exemple d'offre optimisée et vous allez voir comment du coup ils le font. Alors, je peux le mettre si tu veux sur ma page directement. Ça peut être plus simple. Hop, je Toujours partage pour Client sur. Boost, tu veux Ouais, montrer toujours le. sur Client Boost. Si vous voyez, Vas-y. on va aller là-dessus. Hop, je sais pas si vous voyez là. Si, c'est tout bon. Donc là, on arrive après sur cette page-là. Et là, il nous propose du coup, en gros, bah, ok, sélectionner un peu les champs de compétences qui peuvent vous intéresser par rapport à votre stratégie. Donc là, imaginons, je mets les 3 premiers, tac. Là, du coup, ils vont me demander mes objectifs, etc., etc., etc. Et donc là, on est sur ce que mentionnait tout à l'heure euh, Simon. On est sur un multi-step form. En fait, je vais commencer à m'engager moi un petit peu dans ce funnel. Je vais choisir un petit peu ce qui m'intéresse. Et puis à la fin, ils vont me demander mon numéro de téléphone, mon email, etc. pour pouvoir m'envoyer du coup des idées marketing. Et là, on a un exemple du coup de ce qu'ils envoient. Parce qu'en fait, c'est des idées marketing en fait, qui ressemblent tout à fait à ce qu'on peut envoyer en temps normal. C'est-à-dire, c'est simplement une proposition commerciale. C'est juste que cette proposition commerciale, ils l'ont nommée différemment pour la rendre plus attrayante, pour essayer de donner une valeur perçue qui va être plus élevée. Et donc, on va essayer en fait de rentrer par cette porte-là de bah, viens, on va te donner des idées marketing. Et en fait, au-delà de ces idées marketing, on va pouvoir te montrer derrière bah, comment Client Boost peut t'aider à activer ces différentes idées marketing et comment du coup on pourrait t'accompagner pour pouvoir tout mettre ça en place et t'aider à aller plus loin d'un point de vue marketing. Donc là, vous voyez qu'en fait, ce qu'on va donner, c'est quasiment identique à ce que pouvait faire Client Boost auparavant. C'est juste qu'ils vont lui donner un nom différent et ils vont essayer de mettre en avant le bénéfice concret pour l'ensemble des prospects et pas uniquement pour des gens qui font partie des 3%.
Et du coup, ça leur permet d'adresser un panel d'audience plus large et ça leur permet du coup de rentrer en contact avec plus de monde pour pouvoir les aider à avancer dans le funnel commercial. Ouais, super exemple. Alors eux, ils prennent le parti effectivement de l'avant-vente, c'est-à-dire que l'email de suivi qui suit, c'est un audit qui a été fait, je pense, par un de leurs commerciaux. Mais on pourrait remplacer effectivement cette technique-là par un simulateur aussi un peu plus automatisé, un peu plus intelligent pour industrialiser la chose et donner des résultats personnalisés qu'un email de suivi. Ça, c'est des choses qui marchent super bien en termes de conversion. Donner avant de recevoir ou donner avant d'aller vraiment prospecter de manière pure et dure. Il nous reste 5 minutes de présentation avant de passer aux questions-réponses, Alexandre. Ce que je propose, c'est que cet exemple-là, peut-être que tu peux juste en parler succinctement et puis on terminera par les conseils copywriting. Ouais, bah, je peux te le montrer très rapidement. Lui, ça va être rapide. Comme ça, vous voyez. Donc là, bon, on repassera sur tout ce qui est urgence artificielle, etc. Là-dessus, ça, c'est une vieille page. Donc, c'est une agence de digital marketing qui est située en Australie. Et donc, eux, vous voyez, pareil, ils utilisent le truc classique de la consultation gratuite. Mais là, ils vont essayer de vous donner des livrables à la fin de votre consultation. Et donc là, en fait, pour tous ceux qui bossent dans le marketing aujourd'hui, vous voyez que les livrables qu'ils vous donnent à la fin, c'est rien de fou, hein. Ça va être un rapport Google Trends, donc un screenshot Google Trends. Ça va être un rapport Answer the Public. Là, on va avoir des données qui viennent de SEMrush ou de Ahrefs. Et là, c'est juste le volume de recherche sur un mot-clé sur Google. Donc, c'est des trucs ultra basiques qu'on peut trouver assez facilement. Mais pour des gens qui sont un petit peu néophytes, eux, ils ont peut-être l'impression que ça, c'est des trucs de fou, c'est incroyable, et que du coup, ça va leur apporter une tonne de valeur. Et donc là, du coup, on a quelque chose d'intéressant parce que ils vont associer cette consultation gratuite à des livrables concrets. Et ces livrables, ils sont pas forcément très compliqués à réaliser pour nous au niveau d'une agence marketing. Et ce qui fait que ça permet d'avoir un équilibre, c'est-à-dire vous pouvez donner des documents personnalisés à vos prospects, alors qu'en réalité, pour vous, ça vous a pas pris beaucoup de temps parce que vous avez les outils derrière pour pouvoir donner ce type de documents. Et donc là, c'est une autre mécanique, ça, que vous pouvez utiliser. Consultation gratuite, c'est très vague. Mais donc là, on va essayer de montrer au prospect, à la fin de cette consultation gratuite, tu auras plein d'assets pour auditer un petit peu ta situation. Et donc la même chose, ça, c'est une certaine valeur perçue pour le prospect qui va l'aider à avancer dans le funnel commercial. Ouais, super. Super bon exemple, donc ça permet de bien compléter. Merci Alexandre. On va rapidement faire une ouverture sur le copywriting parce que c'est une discipline extrêmement importante. On a vu l'importance de l'ergonomie, on a vu l'importance de l'aspect conversion et du jus de cerveau marketing. Là, on va parler de l'importance des mots parce que le copywriting, c'est ce qui va nous aider finalement à vendre et à convaincre sur nos landing pages. Sans ça, on n'a pas le bon carburant pour pouvoir aller bien loin. Donc là, en fait, on va aller s'intéresser à des petits exercices que vous pouvez faire pour vous entraîner à votre copywriting, ou vous pouvez déléguer à vos équipes pour qu'elles puissent s'entraîner. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une team de A-players sur cette discipline-là en interne, et c'est là où vraiment on change les règles du jeu et où on augmente aussi les taux de conversion. Donc moi, ce que je vous propose de faire avec vos équipes ou pour vous-même, si vous voulez vous entraîner à cette compétence, c'est un défi Wikipédia. Vous allez prendre une page Wikipédia, n'importe laquelle. Vous allez prendre un paragraphe de Wikipédia, n'importe lequel, et vous mettez un chronomètre de ce paragraphe-là, vous mettez 20 minutes, et pendant ces 20 minutes-là, vous vous efforcez de le reformuler, ce paragraphe-là, et de le couper d'un tiers. S'il fait 150 mots, il faut qu'à la fin, il fasse 50 mots. Pourquoi c'est intéressant de le faire? Parce qu'en fait, sur Wikipédia, la politique de copywriting, de contenu, elle est déjà assez haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit déjà très synthétique. Donc, on va aller en fait activer notre cerveau pour le mettre en sur-régime, et en fait, on va aller se forcer à synthétiser quelque chose qui est déjà synthétique. Et c'est ça la gymnastique qu'on veut aller faire. Parce que dans tous les exemples que Alexandre vous a montrés depuis tout à l'heure, si vous avez prêté attention, dans les contenus textuels, il n'y avait pas de tartine, il n'y avait pas 1 milliard de contenus textuels. J'ai utilisé le terme tout à l'heure de micro-copie. Intéressez-vous aussi à ça. C'est vraiment comment être un maximum impactant avec un minimum de mots. Il y a d'ailleurs un site internet qui le fait super bien. Je ne vais pas le mettre en exemple en partage d'écran, mais vous pourrez aller regarder plus tard. C'est le site internet de Alma. Donc Alma, c'est une solution de paiement en plusieurs fois sans frais. Allez regarder leur page d'accueil et vous verrez que c'est hyper bien micro-copié. Et ça, faut vraiment qu'on arrive à ces résultats sur nos pages d'atterrissage, parce que moins on en dit et plus on inspire, et plus en fait l'humain est fait comme ça. On va en fait activer des prises de contact, des rendez-vous démos, des téléchargements, que sais-je. Donc allez faire cet exercice-là, il est extrêmement intéressant. Et puis quand vous vous retrouvez de l'autre côté de la barrière et que vous êtes en situation de copywriting pour vos pages d'atterrissage, retenez un petit peu cette petite checklist. Mettez-la dans un coin, dans un onglet, et puis repassez dessus une fois que vous allez publier la landing page.
Donc, il faut, entre deux expressions équivalentes, toujours systématiquement choisir la plus courte, surtout sur le web. Préférer la voix active à la voix passive, parce qu'elle est moins complexe à comprendre et elle est plus assertive, on est plus convaincant. Il faut au maximum, en fonction de votre secteur d'activité, éviter tout ce qui est jargon très technique, juridique, administratif, etc., etc. Sauf si votre persona, c'est ce qu'il recherche et c'est ce qu'il demande. Si on s'adresse par exemple à des cibles qui sont des DSI, qui sont, je sais pas, des profils très dans l'ingénierie, bon là, il va falloir quand même donner un peu de grain à moudre et puis voilà. Mais si on sort vraiment de ces profils techniques, le plus simple, encore une fois, et le moins technique, c'est le mieux. Et enfin, comme on est sur le web, éviter tout ce qui est repères un petit peu spatiaux qu'on peut retrouver dans la presse papier, etc. Regardez ci-dessous, voir plus loin, en savoir plus, etc. Tout ça, on évite. Et déjà, si vous respectez ça pour vos contenus de landing page, vous allez ne serait-ce qu'augmenter un petit peu vos taux de conversion parce que vous allez vous exprimer de la bonne manière avec les bons codes et la bonne approche. Donc voilà, c'était la petite dernière partie cerise sur le gâteau pour parler aussi du fond en plus de la forme. Ce que je propose, c'est maintenant de faire monter Maude sur scène. Donc, je vais aller chercher Maude et puis on va passer aux questions-réponses. Donc, on prend un petit quart d'heure là-dessus. Hop là. Bonjour. Salut Maude. Alors, dis-nous tout. Est-ce qu'il y a eu des questions? Quelles sont-elles et comment on peut aider toutes celles et ceux qui nous regardent? Ouais, alors on a eu quelques questions, notamment une première question qui concerne les landing pages pour les ads. Donc, on demandait, est-ce qu'il faut faire des landing pages spéciales pour les campagnes SEA? Ok. Tu veux y aller, Alexandre? Ouais, si tu veux, dans l'idéal, en gros, une source de trafic égale une landing page. Donc, quand on fait de l'acquisition payante, c'est l'idéal parce que du coup, on sait exactement qui vient visiter la page, enfin, quelle personne a cliqué sur quel mot-clé, etc. Donc, ça permet de personnaliser plus. Et donc, oui, dans ce cas-là, si vous en avez la possibilité, c'est mieux de travailler une landing page par groupe d'annonces, par exemple, en fonction de comment vous avez structuré le compte publicitaire. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une landing page individuelle pour chaque mot-clé, mais il y a souvent pas mal de choses que vous pouvez faire, c'est-à-dire en fonction du mot-clé tapé, vous pouvez inclure le mot-clé dans la page. Enfin, ça, c'est souvent une bonne pratique de toute manière par rapport à tout ce qui est acquisition payante. Mais dans l'idéal, oui, il faut avoir une landing page dédiée sur chaque source d'acquisition. Ouais, ça c'est le top conseil, hein, je suis d'accord. On va pas créer les mêmes landings en fonction de si c'est une acquisition qui vient vers un canal organique ou un canal social média et le canal ads. On va plutôt, quand on va chercher à faire de l'ads aujourd'hui, à aller travailler l'aspect décision, donc fin de tunnel de maturité. Donc là, il faudra reprendre en fait toutes les techniques, les exemples et les conseils qu'on a pu donner tout à l'heure sur la partie qui était la plus à droite du parcours de maturité. Ok, alors on a une autre question de Paul qui demandait si vous aviez une recommandation entre le vouvoiement et le tutoiement sur les landing pages. Alors, c'est une question de tone of voice, ça. Donc, pour le coup, ça va dépendre de deux choses selon moi. Première chose, c'est qu'attend de vous votre persona. Si on vend de la formation en ligne et qu'on cherche du volume, de la masse, on peut se permettre de tutoyer. Antoine BM le fait très très bien, par exemple, pour le citer. Mais si on s'adresse à du grand compte, à du multidécideur qui sont en général des C-level et qui a un aspect un petit peu premium, haut de gamme, ici, il va plutôt falloir être dans le corpo. On va plutôt aller sur le vouvoiement. Donc, première chose, c'est à quel persona on s'adresse. Ouais, si je pense que c'est déjà pas mal ça. Déjà, c'est déjà pas mal. Je vais pas aller rajouter plus. Ouais, puis c'est lié aussi à la brand, à ton branding. C'est-à-dire, si tu veux avoir une marque friendly, tu vas jouer sur un tone of voice justement qui va être beaucoup plus friendly. Et au contraire, si tu veux être beaucoup plus sérieux ou avoir une posture de marque beaucoup plus carrée, tu vas aussi être en cohérence avec cet élément-là, quoi. Donc enfin, du coup, tu choisis ton branding par rapport aux boîtes que tu veux adresser, quoi. Et du coup, ce branding va t'amener naturellement à découler sur une certaine manière de communiquer. Ouais, mais la ligne éditoriale et le branding doivent quand même être hyper alignés et découler de la connaissance des personnages, de ce qu'ils attendent en fait de nous, de ce qu'ils s'imaginent. Voilà, c'est une question vraiment d'alignement avec les cibles prioritaires. Ok, merci. On a Benjamin qui demande votre point de vue sur
une situation précise. Donc, eux, ils proposent un modèle de cahier des charges ERP, mais qui est actuellement destiné à la phase de décision. Est-ce que ce serait davantage un contenu évaluation? Et pareil pour un calculateur de ROI ERP. Est-ce que c'est plutôt destiné à la phase de décision ou d'évaluation? Il y a plusieurs questions en une. Sur la partie ROI, on va plutôt jouer sur la phase de maturité considération, c'est-à-dire que le prospect en face, en fait, lui, il connaît son problème et il est en quête de solutions. Et puis là, ce qu'on va aller chercher à amener, et c'est ce qui va l'amener à la conversion, c'est le bénéfice ou encore une fois le gain auquel il peut prétendre en passant par nous. Donc, les calculateurs de ROI, de retour sur investissement, ils sont là pour calculer un gain ou mesurer un budget d'investissement qu'ils vont devoir mettre en œuvre pour développer le cahier des charges qui n'arrive qu'après. Donc là, ils sont plutôt en amont. Ils vont pas être sur de la phase de décision. Par contre, c'est très efficace pour les y emmener dans cette phase de décision-là avec notre entreprise. Donc, je trouve que c'est des techniques très efficaces aujourd'hui pour se différencier des autres et amener déjà sa posture conseil ou sa différenciation produit si on a un logiciel SaaS dès l'étape en fait de milieu de phase de maturité. Donc ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, peut-être que Alexandre, tu peux y répondre. Donc là, c'était sur le côté proposer un cahier des charges en lead magnet finalement. Ouais, ce que sur la deuxième question, c'était sur l'évaluation, enfin sur le calculateur du coup de ROI. C'était ça normalement la deuxième question. Hein. Alors, la deuxième question, c'est sur le calculateur de ROI. Je viens d'y répondre. La première question, c'était plus, si j'ai bien compris, Maud, il propose en fait un cahier des charges directement aux personnes, quoi. Donc, c'est un avant. Cahier des charges, là, c'est un truc à remplir, c'est déjà rempli le cahier des charges, enfin, c'est les trucs à demander aux outils, aux prestataires avec lesquels tu vas travailler, etc. Donc là, il faudra un petit peu plus de détails. Mais en gros, il faut essayer de voir dans quel contexte va utiliser ce prospect ce genre de choses. Et si c'est des trucs qui sont vraiment très liés à la phase d'achat, on peut se dire, OK, ça va être plutôt des choses qui sont liées à la décision. Par contre, si c'est plus en amont et qu'on se dit, OK, à cette étape-là, il n'est pas encore sur une phase d'implémentation d'un ERP, etc. Là, on peut se dire, OK, il est plutôt dans le funnel et donc c'est pas, on sera peut-être plus sur ce qu'appelle Benjamin, du coup, la partie évaluation qui pourrait, du coup, serait plus en cohérence là-dessus. On a une petite précision de Benjamin, justement, qui dit que le cahier des charges, c'est un lead magnet très opérationnel et actionnable. OK. Ouais, donc en fait, c'est un questionnaire à texte à trous ou quelque chose de ce style-là, mais ça donne un modèle, un process, un morceau de process en fait directement aux entreprises qui ont besoin d'intégrer l'ERP derrière. Donc ici, on est aussi pour moi sur de la considération, la phase du milieu. On amène un texte à trous, les trous étant le conseil auquel ils peuvent venir prétendre et rechercher. Ce qui peut être intéressant ici, c'est de délivrer ce lead magnet-là par mail. Et puis dans ce mail-là, c'est bien de dire, vous avez le contenant. Si vous voulez aller travailler le contenu pour pas vous planter et puis aussi avoir une estimation de budget d'investissement que ça représente, venez nous consulter et puis on peut renvoyer vers un agenda de prise de rendez-vous d'équipe ou pour aller accéder à la bonne compétence, au bon conseil, au bon expert directement chez vous, Benjamin. Ok, merci beaucoup. Il me reste encore 2 questions. Donc, une question de Gauthier. Pour les formulaires intelligents, est-ce qu'il n'y a pas un frein si l'utilisateur a refusé ou nettoyé ses cookies? Si. si, bien sûr. Alors malheureusement, pas de bras, pas de chocolat. Donc si les cookies sont refusés aujourd'hui, on n'aura pas l'adresse IP et on ne pourra pas s'en servir. Voilà, la logique de formulaire intelligent. Si justement on n'a pas les cookies, on aura la version classique du formulaire. Donc on prend effectivement le risque de demander des informations que l'on connaît déjà. Mais là, pour le coup, on n'a pas d'alternative autre. Donc voilà, ce qu'il faut amener à faire, c'est peut-être personnaliser justement son côté acceptation de cookies sur le site, le recopyrighter pour que ce soit, comme on le disait, cohérent par rapport à votre branding, le rendre un petit peu différenciant. Il y a des outils comme Acceptio qui le font très très bien et qui permettent de le faire assez facilement sans trop de compétences. Voilà, en tout cas, il faut le plus possible aujourd'hui personnaliser cette fonctionnalité-là pour faire en sorte qu'on déclenche un sentiment de professionnalisme, de sympathie, encore une fois de singularité pour que les gens disent OK, j'accepte les cookies. Mais malheureusement, on n'aura pas d'alternative par rapport à ça. OK. Et une dernière question. En termes d'UX design, où placer son formulaire, son texte, son image? OK. Alors là,
Il y a plusieurs réponses par rapport à ça. Je pense qu'on va prendre la réponse la plus généraliste qui va correspondre à la plus grande majorité des personnes. Aujourd'hui, sur les pages d'atterrissage où on veut mettre des formulaires directement sur la page, on va être sur la landing page prise de décision. Donc là, on est contacter un expert, etc. Nous, il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup dans ce cas-là et qui fonctionne très, très bien. C'est dans l'aérosection, donc le bloc qui est tout en haut. Donc déjà, on a enlevé la navigation à ce moment-là. Donc dans l'aérosection, on va avoir un titre principal donc, qui annonce tout de suite ce que l'on fait, le bénéfice à aller chercher. 2 lignes de texte où on en dit un petit peu plus sur la transformation opérée. Et puis en fait, après, derrière, tout de suite sur la droite, on met un formulaire. On met un formulaire tout de suite dans l'aérosection. Après, on dépile avec les différents contenus, exemples que Alexandre a pu évoquer dans le webinaire. Et tout en bas, on remet le même formulaire. C'est-à-dire qu'on a 2 fois le même formulaire sur la page en haut et en bas. Et ça, en fonction de comment la personne va consommer le contenu, interagir, scroller dans la page, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien. Mais ce conseil-là ne marchera pas du tout si on parle de page d'accueil. Dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas faire ça. Et le conseil, il est différent. Si tu veux me compléter, Alexandre, parce que la question, elle est… Voilà, c'est large. C'est plus, toi, par exemple, sur la partie image, au-delà de l'UX et de l'emplacement de l'image, c'est plus, est-ce que cette image-là a un intérêt d'un point de vue message pour pouvoir mieux communiquer ce que tu veux raconter au prospect, ou bien finalement, est-ce qu'elle vient juste combler un trou sur la page, et du coup, elle va être associée à du bruit, et du coup, le bruit va amener le prospect à se concentrer sur quelque chose qui n'est pas prioritaire. Et du coup, il faut plus raisonner comme ça, c'est-à-dire quel est le rôle de cette image? Est-ce que cette image aide à mieux comprendre le message, ou bien cette image finalement n'aide pas à mieux comprendre le message? Et du coup, ça va diluer l'attention du prospect sur un élément, on va dire, du décor, donc un truc qui fait partie du design, et finalement la partie texte, la partie message, qui va être l'essentiel pour vous à travailler, parce que du coup, tu veux que le prospect parte de ta page et qu'il comprenne en quoi tu peux être utile pour lui, quoi. Et t'as pas envie qu'il se rappelle de toi comme le site web rigolo avec des visuels un peu bizarres, hein. Toi, si t'es pas designer, faut pas créer des sites de designers. Parce que du coup, tu ne vends pas du design, tu vends peut-être une autre solution qui n'a rien à voir avec ça. Donc c'est au-delà de la partie UX design, c'est plus la pertinence d'ajouter ce type d'éléments, notamment images, etc. Ouais. Si vous avez le choix quand même demain, quand on parle d'illustration, donc on a vu tout à l'heure, on s'est intéressé à un bloc où il y avait sur la partie gauche un contenu textuel copyrighté, et puis sur la partie droite, on avait une illustration. C'était pas une illustration figée, c'était pas une image, une photo. C'était un motion design. Ça, c'est hyper intéressant, les motion design, parce que on peut expliquer avec… c'est un petit gif, on va dire ça, hein, finalement, hein, avec une petite boucle de 4-5 secondes qui va tourner en boucle. On peut expliquer vraiment l'usage qu'on veut expliquer. C'est parfait quand on est un logiciel SaaS. C'est parfait quand on est aussi dans du service et qu'on veut expliquer peut-être une manière de faire, une méthode, un rétro-planning, une discipline. Et on le voit bien sur tous les sites Internet qu'on accompagne. Les sites Internet avec les landing pages qui ont du motion et les sites Internet avec les landing pages qui ont que du fixe, il y a une différence aussi sur les taux de conversion. Et en fait, c'est logique, c'est mécanique, c'est humain. On arrive à mieux faire comprendre la valeur ajoutée et le bénéfice à aller chercher. Donc, ce qui n'est pas figé sur les landing pages, c'est assez intéressant. Toujours est-il qu'il faut se faire accompagner pour ça si on n'a pas les compétences en interne. Il faut vraiment des bons web designers et des bons marketeurs qui soient alignés, parce que sinon, on peut se retrouver avec un site Internet à la Desigual qui, là, pour le coup, est contre-productif avec des animations de partout, etc. Et ça, c'est ce qu'on cherche à éviter aussi. Top, merci beaucoup pour vos réponses. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Aude. Merci, Alexandre. Merci tout le monde. Donc, vous allez recevoir dans la foulée le lien du replay, également le support de présentation. Et puis, je vous dis rendez-vous le mois prochain. On parlera d'un sujet lié à l'expérience client et comment rendre notre expérience client omnicanal pour développer nos revenus. Ce sera avec Antoine Goret, le CMO de Crisp. Voilà, merci à toutes et tous et à bientôt. À bientôt. Merci.